Bonjour à tous. Doux, dur, dingue, un Americana qui était sorti en 1978 avait été un très gros succès aux États-Unis. Combiné avec son Bronco Billy sorti en 1980, on est donc en présence d'un Clint Eastwood très proche de l'Amérique rurale et traditionnelle. La Warner Bros, qui avait gagné beaucoup d'argent avec le film et dépensé peu, le pousse donc à faire une suite. Contre toute attente, il accepte et réalise donc la seule séquelle de sa carrière. Si on met de côté évidemment la franchise Inspecteur Harry. Et là, il va aller encore plus loin. Le slogan de l'affiche américaine le dira d'ailleurs. Plus rapide, plus drôle, plus sauvage. Alors, accrochez vos ceintures, voici l'essentiel sur Ça va cogner. Ça va cogner de Buddy Van Horn, 1980. Clint Eastwood est pour la seconde fois Phil Obido, après Doux, dur et dingue en 1978. Il gagne toujours sa vie en pratiquant la boxe à main nue, mais décide d'arrêter les combats. Autour de lui gravitent toujours Ma, son ami Orville, son singe orang-outan Clyde, et surtout Lynn, qu'il a retrouvé par hasard et avec laquelle il file désormais le grand amour. Bref, ce début de retraite se passerait dans la plus parfaite tranquillité, s'il n'était pas pourchassé par des mafiosi qui ont misé beaucoup d'argent sur un combat entre lui et Jack Wilson, un combattant de la côte Est qui mélange arts martiaux et boxe. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est la Warner Bros. Qui pousse Clint Eastwood à tourner une suite à Doux, dur et dingue. Il faut dire qu'il s'était placé dans les 250 films les plus rentables de l'histoire du cinéma américain. Doux, dur et dingue avait été joué des semaines entières dans les zones centrales et rurales des États-Unis. Comme il sort du semi-échec de Bronco Billy qui l'avait beaucoup affecté, il décide d'accepter à condition qu'il n'y ait jamais d'autre suite. Il pourra aussi renflouer les caisses de Malpaso Company, car il a pour ambition de produire un film à très gros budget. Ce sera Firefox, l'arme absolue. Les distributeurs français vendent le film sur un titre qui rappelle celui du très gros succès de Terence Hill et Bud Spencer quelques années auparavant. Attention, on va se fâcher. Le titre original reprend celui du premier opus, Every Which Way But Loose, dans tous les sens mais sans vous perdre. Maintenant on nous dit Any Which Way You Can, de toutes les façons possibles. En effet, comme le dit le titre, cette suite directe va reprendre tous les codes de la comédie du précédent, ainsi que presque tous les personnages, et va donner à son public ciblé de quoi se satisfaire au-delà de toute espérance. Clint Eastwood reprend donc le rôle de cet homme qui privilégie la vie au présent, sans se poser de questions existentielles, en s'attachant juste au simple bonheur de vivre. On retrouve Sandra Locke pour la 4e fois dans le cinéma de Clint Eastwood, dans le rôle de Lynn, désormais éprise et non plus fuyante. Geoffrey Lewis dans le rôle d'Orville, et la pétillante Ruth Gordon dans le rôle de Ma. On croisera aussi Harry Guardino dans le rôle du gangster James Beckham. Il passe de l'autre côté de la barrière car dans la franchise Inspecteur Harry, il était le lieutenant de police Al Bressler. Enfin, Jack Wilson, l'adversaire pressenti pour le combat final qui déclenche l'intérêt de la pègre, est incarné par le robuste William Smith. Il reste célèbre pour avoir été le terrible Falconetti, l'ennemi mortel de Rudy Jordache, incarné par Peter Strauss dans la série Le Riche et le Pauvre en 1976 et sa suite Les Héritiers en 1977. Pour jouer Clyde, l'orang-outan Manis de Doux, dur et dingue est devenu trop grand et donc peut-être dangereux pour tourner cette suite. Il est remplacé par Buddha, mais Buddha fut battu par son dresseur pour avoir volé des crêpes sur le tournage du film. Il décédera d'une hémorragie cérébrale suite à cette maltraitance. Le dresseur ne fut pas inquiété. Pour mettre en scène le film, ou plutôt pour suivre Clint Eastwood dans ses pitreries, il fait appel à un vieux compagnon de route, Buddy Van Horn. Il est très doué pour filmer les bagarres, car il avait été responsable des séquences d'action d'un shérif à New York, de Sierra Torrid et de Magnum Force. Comme l'écrit Richard Schickel, Buddy Van Horn n'avait aucun message à délivrer, ni aucune carrière à bâtir. Mais il était un cinéaste qui maîtrisait parfaitement la technique et avait l'esprit accommodant que Clint Eastwood désirait pour diriger des projets moins ambitieux. Tout semble être dit. Le film aborde des thèmes absents du premier film, comme le milieu des paris et des cotes et sa mainmise par la mafia, la pression des athlètes et le respect mutuel qu'ils peuvent se porter entre eux. Contre un Clint Eastwood qui décide d'être absent de la mise en scène et moins présent sur l'écran, le scénariste prend le parti pris de la surenchère, de la drôlerie et du grivois. Il s'agit bien entendu, et ça va cogner fort comme le dit le titre français, de brosser dans le sens du poil un public de l'Amérique rurale, pour ne pas dire redneck, tout acquis d'avance à toutes les dérives. Chacun appréciera alors, selon son degré d'acceptation du bon ou du mauvais goût, toutes les transgressions,
proposé par la production. Ainsi, l'orang-outan défèque dans toutes les voitures de police qu'il croise, où on l'habille en demoiselle. Le visage de Ruth Gordon est collé sur le corps de Bo Derek dans Elle de Black Edwards. Un couple de retraités retrouve le goût de la gaudriole, avec insistance de la caméra sur le postérieur de l'épouse. Enfin, un montage alterné nous fait passer successivement dans 3 chambres d'un motel où 3 couples connaîtront les joies du sexe. Lynn et Philo plus amoureux que jamais, les 2 octogénaires à la libido retrouvée et le singe qui a chopé une femelle sursexée de son espèce. Tout ceci étant bien pardonnable pour un Americana digne de ce nom, sauf peut-être une séquence réelle de combat entre un crotale et une mangouste qui ferait bondir aujourd'hui plus d'un défenseur de la protection animale et qui n'a rien à faire effectivement dans la bonne humeur ambiante du film. Cette mise en scène totalement anarchique parasite le récit façon film burlesque et prend un malin plaisir à tout démonter, comme Clyde qui désossera une voiture avec montage cut à la façon des séries Z. Mais avec Clint Eastwood, au-delà de toute cette ricanante plaisanterie, qui triomphe? Une fois de plus, les marginaux et les laissés pour compte, contre la mafia, contre le pouvoir de l'argent. Ce qui fait de Ça va cogner autant une suite de Doux, dur et dingue que de Bronco Billy. En effet, le film abordait lui aussi ce thème touchant de la communauté de bras cassés. En revanche, le film prend généreusement et plus noblement la suite musicale de Doux, dur et dingue et nous offre de très beaux moments de country music, à commencer par la très belle chanson du générique Beers to You, interprétée, excusez du peu, par Clint Eastwood et Ray Charles. Tous deux jouent leur propre rôle dans la chanson et boivent des bières en trinquant à l'amitié. Glenn Campbell interprète Any Which Way You Can dans la scène finale du film. La chanson fait partie aujourd'hui des meilleurs succès de country. Il y a aussi Sandra Locke qui interprète la belle chanson Toulouse, Fats Domino lui-même interprète Whiskey Heaven, et enfin la chanson The Good Guys and Bad Guys qui est celle du générique final et très sympa à écouter. Ces moments musicaux, simples et tranquilles, contrastent avec tout l'aspect débridé du film et finissent par anoblir l'ensemble de la mise en scène. Elles sont essentielles. Ça va cogner sort pendant les fêtes de Noël et suit les traces de son prédécesseur. Il est aussi un gros succès. Il se place 5e film le plus rentable de l'année avec plus de 80 millions de dollars de recettes. Doux, dur et dingue et Ça va cogner seront même collés l'un à l'autre et constitueront des doubles programmes qui rempliront les salles encore longtemps. La presse sera déroutée évidemment que Clint Eastwood rempile sur ce type de rôle après un film aussi bien écrit que Bronco Billy. Étonnamment, elle est plutôt conciliante avec le film, car finalement, elle ne s'attendait pas à autre chose qu'une sympathique comédie. Le Los Angeles Times lui souhaite la bienvenue pour les fêtes de Noël comme un divertissement très amusant. Et puis Bronco Billy leur a donné tellement confiance qu'ils décident de passer outre et d'attendre les prochaines productions de Clint Eastwood. Philo Bidot ravit une dernière fois les amateurs de grosses bagarres et de comédies burlesques. Les spectateurs plus exigeants passeront provisoirement leur chemin en attendant de revoir leurs héros dans des films d'auteur ou de grosses productions. Ils ne seront pas déçus. Bon film. Retrouvez l'essentiel sur le premier opus en cliquant sur ce lien, l'essentiel sur Doux, dur et dingue.